Eh bien, bienvenue sur ce nouveau plateau du Cœur à l'ouvrage. Sincèrement, en tant qu'animateur du Toit citoyen et régulièrement, nous recevons des auteurs tous les mois. Je suis assez jaloux de ce titre magnifique, Pierre Ferracci et Estelle Sauvat, de nous recevoir ici avec une émission qui a été animée, et créée par Caroline Olivier et Jean-Mathieu Sassier, vos collaborateurs précieux en termes de communication. Et nous recevons donc, après la remise du prix, pour un débat, nos deux auteurs, Thomas Coutreau et Coralie Pérez. Bienvenue pour ce livre que vous avez sur la une de nos tableaux, de nos pupitres, Thomas Coutreau, Coralie Pérez, Redonner du sens au travail, avec une aspiration révolutionnaire en sous-titre. On en parlait tout à l'heure en coulisses, c'est provocateur cette baseline. Coralie, Thomas, qui va répondre en premier? Oui, effectivement, ça donne une perspective aussi politique à l'ouvrage et ça donne aussi l'espoir de redonner du sens au travail. Alors vous êtes ingénieur de recherche à l'université Panthéon 1, pardon, excusez-moi. Panthéon-Sorbonne, oui. Panthéon-Sorbonne, tout à Ouais. fait. Et Thomas Coutreau, vous avez été pendant plus de 20 ans le directeur du département statistique et notamment en conditions du travail à la DARES, au Oui, ministère du Travail. et actuellement je suis chercheur associé à l'IRES, donc l'Institut de D'accord, recherche l'IRES, oui. économique et sociale, qui est au service des organisations syndicales. Et qui a fait beaucoup d'études, donc qui servent notamment à Estelle et Pierre dans votre quotidien. Je rappelle que le président et la directrice générale du groupe Alpha, avec bientôt une passation de pouvoir qui est prévue depuis longtemps maintenant, je crois. En tout cas, vous êtes au quotidien avec les partenaires sociaux, donc vous allez pouvoir réagir à ces commentaires qu'on a à faire sur ce bouquin que Jean Roux tout à l'heure signalait comme un livre important. La quête du sens. Alors, redonner, ça veut dire qu'on a donné et puis on a perdu. Donc, redonner du sens au travail. Vous le dites dans le livre, c'est pas forcément le Covid, c'était déjà des tendances de fond qu'il y avait avant. Ça a fait partie du début de votre réflexion et de la genèse de cet ouvrage. Comment on décide à deux, vous vous connaissez depuis un certain temps, comment on décide de faire ce livre à quatre mains? Alors peut-être la genèse de l'ouvrage, pourquoi moi je me suis intéressée à ce sujet dans le cadre d'une étude que je réalisais avec une collègue du CNAM sur les ruptures de contrat de travail. J'avais été assez frappée dans les entretiens que je conduisais avec les salariés de les entendre de manière récurrente dire à quel point ils ne trouvaient plus de sens à leur travail. La plupart du temps, c'était des salariés qui travaillaient dans des entreprises en restructuration financière. Et ça m'avait frappée. Donc ce sujet m'est apparu sur le registre de la perte, voilà, perte de sens. Et c'est seulement après, en cheminant, et aussi en allant voir du côté d'autres disciplines, parce que je suis comme Thomas économiste, et les économistes se sont très peu intéressés, jusqu'à récemment, à la question du sens du travail. Donc c'est en cheminant que, eh bien voilà, on a réussi à conceptualiser le sens du travail et puis à tester ce que finalement le terrain nous donnait comme intuition, c'est-à-dire que lorsqu'on trouve peu de sens à son travail, eh bien plus probablement on va chercher à quitter son entreprise. On a aussi plus de risques de tomber malade, de s'arrêter pour maladie. Donc voilà les hypothèses que nous avons cherché à tester. Thomas Coutreau, vous vouliez faire quoi avec ce livre? Vous vouliez transmettre quel message? On voulait finalement faire écho à ce qui venait, à ce qui remonte du terrain. L'idée vraiment, c'est qu'on était confrontés, enfin Coralie et d'autres collègues sociologues étaient confrontés à ce discours assez massif de la part des salariés sur cette perte de sens. Discours qui ne trouvait pas de relais dans les sciences sociales, ou très peu, qui n'était pas interprété, pas travaillé. La sociologie a dit peu de choses. Alors il y a quelques auteurs qui ont un peu étudié cette question, mais ils sont peu nombreux. En économie, comme l'a dit Coralie, il n'y a pas du tout ou très peu. Alors c'est vraiment les premiers articles sur le sens du travail datent il y a 2 ou 3 ans, 2020, 4 ans maintenant, mais c'est extrêmement récent. Donc on s'est dit, il faut qu'on arrive à comprendre ce qui se passe sur le terrain et qu'on essaie de trouver une manière de conceptualiser, d'interpréter, et puis aussi de montrer empiriquement que c'est vraiment important. C'est-à-dire que derrière les enjeux du sens du travail, ce n'est pas seulement un discours, voilà, une plainte sur la perte de sens, c'est aussi des comportements très concrets qui sont déterminés par ce sentiment de perte de sens. Vous avez abordé les causes de cette perte de sens, des pistes de réflexion en tout cas pour retrouver du sens,
On parle beaucoup de management désincarné. On a bien compris, et on va y revenir avec Estelle et Pierre, des dégâts que ça a pu provoquer dans le monde du travail. Et puis après, il y a toute une période de recommandation. Mais tout ça est alimenté, et moi je trouve ça remarquable, parce qu'il y a vraiment des témoignages très forts de salariés. Ça, c'est très intéressant. Nous, au Toit citoyen, c'est ce qu'on aime, et je pense que le prix du meilleur ouvrage au monde du travail se fait l'écho de ces témoignages de salariés, avec sa fameuse catégorie témoignages. Mais vous, là, vous avez mixé et panaché avec ces témoignages. C'était compliqué de trouver des personnes pour s'exprimer, pour parler, pour témoigner. Alors, comme je vous l'ai dit, en fait, l'intérêt pour le sujet est venu d'entretiens conduits avec les salariés, mais là, ce que nous avons cherché à faire avec Thomas, c'était justement à systématiser, à objectiver la question du sens du travail. Donc, on s'est en premier lieu tourné vers les enquêtes conditions de travail du ministère du Travail et de l'INSEE. Vous allez chercher des voilà. témoignages pertinents. Et les témoignages, nous n'avons pas conduit d'entretien nous-mêmes, à l'exception d'un seul, et nous avons voulu illustrer, incarner un peu les sujets qu'on abordait en allant chercher des témoignages qui avaient été livrés à d'autres, à la radio ou dans d'autres ouvrages. Vous citez vos sources à chaque fois, évidemment. Estelle, Pierre, vous vous êtes retrouvés dans ces témoignages. Là aussi, vous, Thomas Coutreau parlait de remontée du terrain. Vous y êtes sur le terrain, vous, à longueur de journée, à longueur de mois et d'années. Vous vous êtes retrouvés dans tous ces témoignages et vous aviez fait ce constat déjà depuis longtemps. Pierre, depuis 14 ans, le prix, depuis que tu viens aussi, enfin, vous venez sur les matinées citoyennes, et Estelle aussi qui vient avec le guide du routard. Vous avez ce partage de réflexion commun avec Coralie et Thomas? Ben oui, moi je pense que cet ouvrage tombe à pic parce que derrière le sens du travail, il y a beaucoup d'interpellations. Nous, on s'y retrouve en tant que praticiens, mais il y a beaucoup de flou aussi. Et moi, je suis ravi que de façon un peu scientifique, et même très scientifique et très objective, on essaie de donner au sens du travail le contenu qu'il faut lui donner. Parce que c'est un petit peu comme la RSE qui est abordée dans l'ouvrage ou comme les entreprises à mission. On peut y voir de très belles choses et on peut y voir parfois des dérives qui camouflent les vrais problèmes qui se posent aux salariés dans les entreprises. Et le sens du travail, tout le monde en parle aujourd'hui. C'est un peu comme l'autonomie d'ailleurs dans le travail, mais tout le monde n'y met pas exactement la même signification. Et le fait d'avoir cette approche théorique et en même temps ces commentaires des salariés, ces réflexions des salariés qui sont pris sur le vif de leur métier, c'est très très intéressant. Alors moi j'ai envie de leur dire, justement parce que derrière le sens du travail, il y a des débats parfois de grande qualité, parfois un peu éthérés, un peu superficiels. J'ai envie de leur demander s'ils n'ont pas eux-mêmes le sentiment que derrière cette notion, il y a des choses qui sont dissimulées. Et le livre d'ailleurs le montre assez bien. Des choses qui sont dissimulées, par exemple, j'entendais un patron parfaitement respectable par ailleurs qui en parlait. J'avais vraiment le sentiment que derrière le sens, il oubliait un petit peu les conditions matérielles d'exercice du travail, le travail réel, ce qui fait que l'emploi de la signification. On a aujourd'hui un gouvernement qui est focalisé sur la baisse du chômage, ce qui est légitime pour tout gouvernement. Mais moi, je suis persuadé depuis longtemps que si on ne traite pas ces questions du travail, on obtiendra peut-être des objectifs en matière d'emploi satisfaisants en termes de statistiques, mais il y aura cette relation au travail des citoyens aujourd'hui qui restera difficile. Et comme on n'est pas partisans, nous, de cette idée que les Français n'aiment pas le travail ou qu'ils sont paresseux, parce que ça s'est développé autour de ce débat, je pense que la façon de traiter le sens du travail, le contenu réel du travail, le travail concret... Le travail vivant, on dit. Le travail vivant, ça fait partie des choses aujourd'hui qu'il faut valoriser et porter dans les entreprises et dans le débat public. Et ce livre, de ce point de vue-là, apporte une contribution non négligeable. Estelle Sauval, le groupe Alpha contribue aussi au quotidien via des colloques en permanence, via le baromètre. Vous avez lancé la 3e édition du baromètre du groupe Alpha. Là aussi, vous êtes raccord, vous, avec toutes ces réflexions et ces débats depuis de nombreuses années. Alors, on est raccord. Ensuite, on est aussi parfois en désaccord sur la capacité ou pas à se donner les moyens de pouvoir traiter les causes profondes. Et en tout cas,
Pierre évoquait tout à l'heure la question de l'emploi et du travail. Et moi, je remercie en tout cas les auteurs d'avoir fait aussi ce travail sur la sémantique, parce que derrière le travail se cache d'abord un grand nombre de professions. C'est cette diversité qu'on retrouve dans le groupe Alpha, qu'on passe de l'ergonomie à la psychologie du travail en croisant les questions relatives aux questions économiques, par exemple. Donc la dimension est très très large et la définition est complexe. Et même nos ministres du moment peuvent confondre cette notion emploi et travail. Donc je trouve que l'exercice, sans le traduire à ce simple travail sémantique, est absolument nécessaire dans les temps qui nous animent. Moi, j'ai retenu, au-delà de la densité de ce livre, une phrase qui m'a particulièrement marquée et qui me semble être évocatrice sur le problème du rapport au travail, c'est-à-dire ce sentiment que les uns et les autres salariés ont eu à troquer le pouvoir d'agir contre le pouvoir d'achat. Et je trouve que cette notion du pouvoir d'agir dans l'entreprise traduit assez bien ce que traverse, ou en tout cas met en exergue ce livre à plusieurs endroits. Et donc nous, on le traduit de façon plus technique, plus objective, entre le sentiment d'appartenance à une organisation, un collectif de travail, la façon de le mesurer, de le rendre tactiquement lisible, compréhensible pour toutes les parties prenantes d'une organisation, de façon à ce qu'elle puisse agir. Et puis ensuite, notre travail est bien sûr de donner des orientations, mais on y viendra sur les voies ou pas de résolution. Tout à fait, ça fera partie de la deuxième partie de notre échange. Pour aller dans le sens, le mot sens a du sens, Thomas Coutreau, pourquoi le travail a perdu du sens? Et vous dites à un moment, on peut mesurer le sens. Racontez-nous comment on peut mesurer le sens. Oui, donc pour rebondir sur ce que disait Pierre Ferracci, et ce que vous disiez aussi, c'est vraiment la question du travail. Et il faut bien savoir de quoi on parle, parce qu'effectivement, quand on voit le gouvernement créer une France Travail, vous lisez l'ensemble des missions, des institutions et les actions attachées à cet organisme France Travail, il n'y a rien sur le travail en fait. On parle uniquement d'emploi. On parle de contrat, on parle de postes, on parle de recrutement, de démission. On ne parle pas de travail, au sens de l'activité, des conditions, de l'organisation du travail. France Travail est fondée dans l'ignorance complète du fait que quand on travaille, ce qu'on fait dans son travail, ça a une influence sur notre capacité à rester en emploi, sur notre envie de rester en emploi, mais même sur la soutenabilité de notre emploi. Et ça est complètement évacué des réflexions actuelles, des réflexions politiques actuelles, gouvernementales. Et donc là, il y a une lacune considérable. Et la confusion dans les termes, France Travail, une institution qui ignore complètement le travail, rend les choses encore plus compliquées à traiter et même à mettre en débat. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Et donc, quand on parle de sens du travail, c'est du travail en tant qu'activité, en tant que ce qu'on fait concrètement. On parle du travail concret, du travail vivant, lorsque on est confronté à la réalisation d'un bien, d'un service, l'atteinte d'objectifs qui nous sont fixés par notre employeur, notre organisation, mais aussi des objectifs qu'on se fixe nous-mêmes, qui ne sont pas forcément toujours les mêmes que ceux de notre direction, parce qu'on a chacun son point de vue sur ce qui est important dans notre travail. Donc, c'est ce qui se joue dans cette activité concrète de transformation du monde, parce que le travail, c'est une activité de transformation, y compris sur le plan étymologique. Travail et transformation, c'est la même racine. Et bien, c'est ça qui donne du sens. Donc, on se transforme. On transforme le monde, on produit quelque chose, on transforme la société, on produit des rapports sociaux, on produit des l'individu. Et on se transforme soi-même quand on travaille, ou en bien ou en mal, en fonction de l'organisation. On peut aussi dépérir dans son travail si on n'a pas les ressources de pouvoir développer son initiative, sa créativité, etc. Donc voilà, c'est ces enjeux-là qui sont au cœur du sens du travail. Le sentiment d'utilité sociale, cette capacité à développer l'être humain au travail, on parlait du travail vivant, ce sont des questions qui sont abordées évidemment. À un moment, vous parlez de cohérence éthique. Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez mesuré, entre guillemets, que vous avez ramené du terrain avec des salariés qui ont envie à un moment de ne pas s'associer avec des entreprises qui ne seraient pas clean. Alors pour prolonger ce qu'a dit Thomas, c'est vrai qu'au regard des enjeux de transformation dont le travail est porteur, on a 3 dimensions au sens du travail. La première dimension que vous évoquez,
c'est un travail à du sens quand il nous permet de nous sentir utiles aux autres. Alors, je dirais que c'est la dimension peut-être qui vient la plus naturellement quand on pense au sens du travail, à tel point que on imagine que tous les métiers, toutes les personnes qui exercent un métier spontanément utile aux autres, les soignants, les enseignants, les magistrats, trouvent du sens à leur travail. Ce qui n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que la deuxième dimension, c'est la cohérence éthique. On trouve du sens à son travail quand on est en capacité de le réaliser de manière conforme aux normes professionnelles et éthiques, et donc quand on peut se reconnaître dans ce qu'on fait. Or, dans de nombreuses professions, et ça dépend évidemment des organisations dans lesquelles on exerce, eh bien, on peut ne pas être en situation de pouvoir faire du bon travail, parce qu'on a des contraintes gestionnaires, parce qu'on est obligé de se dépêcher, et donc on peut souffrir de ne pas pouvoir faire un travail de qualité, ce qu'Yves Clos appelle le travail empêché. Donc ça, c'est la deuxième dimension. Et puis la troisième dimension, c'est que par le travail, on se transforme soi-même, et donc un travail a du sens lorsqu'on peut s'y exprimer, ses habiletés, ses compétences, lorsqu'on peut apprendre de son travail. Et là, ça fait référence effectivement aux marges de manœuvre, à l'autonomie, dont on peut jouir ou pas au travail selon les organisations dans lesquelles on est employé. Estelle Sauvac, quand on dirige un groupe comme le vôtre et qu'on est vraiment sur la thématique du monde du travail, qu'on soit sur les chefs d'entreprise ou sur les partenaires sociaux, quand on recrute un salarié, on insiste beaucoup, on fait passer ses valeurs, les valeurs du groupe. Et c'est ça qui construit votre image et ce que disait tout à l'heure Pierre sur les entreprises à mission, toutes celles qui sont arrivées là, dans cette foulée un peu médiatique et marketing, entre guillemets. Comment ça se passe au groupe Alpha ? D'abord, vouloir agir sur ces questions, ça suppose d'être aussi, nous, en capacité d'afficher et de construire cette cohérence. Donc la question de l'utilité sociale, lorsqu'on œuvre sur les transformations économiques, sociales ou environnementales, ça suppose de poser ces sujets comme point d'entrée lorsqu'on recrute nos propres collaborateurs, dont les professions sont diverses. Je le disais tout à l'heure, on peut être des financiers, des économistes, des acteurs qui interviennent sur des sujets très techniques. Bref, la question du travail est au cœur des préoccupations dans toutes les missions que l'on mène, à des moments où d'ailleurs les mouvements, les transformations des organisations qui sont face à nous sont compliquées. Elles agrègent plusieurs problématiques et pas seulement la question de l'organisation du travail. Et donc forcément, il s'agit pour nous d'être cohérents. Nous, le point, on le pose comme un point d'harmonie nécessaire entre ce que peuvent être les aspirations personnelles que chacun d'entre nous peut avoir dans la représentation du travail, et donc le nôtre ayant beaucoup de sens. Forcément, on arrive à construire des trajectoires très longues, alors je ne dis pas sans s'épuiser, parce que forcément, on est observateur aussi de situations qui parfois sont parfois compliquées à résoudre, mais en même temps sont des points centraux qui donnent beaucoup de sens à ceux qui nous rejoignent. Pierre, on a souvent parlé ensemble de RSE, la fameuse RSE. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un regard particulier? Tout à l'heure, on parlait des entreprises à mission, et ça venait de votre discours. Vous avez des choses à dire là-dessus, j'imagine, vous êtes critique. Je suis assez critique, oui, sur l'approche RSE dans les entreprises. Un des intérêts de l'ouvrage, c'est qu'il pose les conditions de dépassement un peu des contradictions qui se posent dans les entreprises. Il les pose de deux façons. Moi, j'ai bien aimé le passage sur la codétermination. J'en suis un partisan résolu. Alors, il y a la petite critique qui est réelle, même pour les pays nordiques où les enjeux environnementaux sont insuffisamment pris en compte. Mais par contre, sur le travail et sur la vision qu'ont les salariés de leur travail, la satisfaction qu'il peut y avoir, on voit bien que le fait d'être associé aux grandes décisions dans les conseils d'administration, dans les conseils de surveillance, a un sens. Et moi, je plaide d'ailleurs pour qu'on dépasse un peu la loi Pacte qui a fait des avancées minimales sur ce plan-là. Et d'autant plus que les CSE sont devenus bien souvent des chambres d'enregistrement où on analyse les conséquences des grandes décisions qui sont prises plutôt qu'on intervient au moment où ces grandes décisions sont prises, de stratégie, de réorganisation. Alors il faut les deux, je ne suis pas en train d'opposer les conseils d'administration et les CSE. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose qui me plaît, qui dépasse un petit peu la vision qu'on a classiquement de la RSE, c'est un petit peu votre conclusion sur la réduction du temps de travail subordonné. Moi, je pense que, alors Jean Héroux était là tout à l'heure, l'expression des salariés sur le lieu de travail, ça complète un petit peu ces enjeux de codétermination tout au sommet de l'entreprise. Et ça manque d'autant plus aujourd'hui que les ordonnances de 2017
ont cassé la dynamique des CHSCT. Jean Auroux, en tant que ministre, en était un petit peu le créateur et l'inspirateur. Bon, la fusion a tué le CHSCT dans les faits. Les commissions n'ont pas du tout remplacé avec la force et la puissance qu'il avait. Les limites aussi, hein, c'était pas non plus la panacée. Donc cette idée de tenir les grandes décisions par le haut en impliquant les représentants des salariés et les organisations syndicales et peut tenir à la base les conditions concrètes de réalisation du travail, ça me paraît une voie d'avenir. On en est loin aujourd'hui et je trouve que la RSE, comme les entreprises à mission, comme ces enjeux de raison d'être, peuvent traiter ces sujets-là et apporter des solutions réelles. Et puis parfois, c'est un écran de fumée qui empêche justement d'aller dans ce sens. L'avantage de l'ouvrage, c'est qu'il permet aussi, c'est un débat qu'il y a depuis des années entre économistes, sociologues, ergonomes, psychologues, mais aussi au sein des syndicats et même chez les consultants. Ça dépasse un petit peu ce clivage entre la souffrance au travail et le travail émancipateur. Et moi, je pense que malheureusement, c'est souvent les deux à la fois. Et dans certains métiers, dans certaines situations, c'est parfois plutôt l'un que l'autre. Et on voit bien que cette approche, elle permet de faire un petit peu la synthèse de tout ça et d'aller plutôt vers le travail qui est source d'émancipation que source de souffrance. Mais là aussi, il y a du chemin à faire. Et d'ailleurs, vous disiez, parler de la codétermination. Dans le livre, vous préférez le mot socialisation de l'entreprise. Expliquez-nous. En fait, la codétermination, c'est un progrès par rapport à la situation actuelle où seuls les actionnaires, on voit au chapitre pour décider des orientations stratégiques. Après, c'est vrai qu'on voit la codétermination à l'allemande, par exemple, c'est quand même la voix prépondérante du président du conseil de surveillance, qui est toujours un représentant des actionnaires. Donc c'est une forme de partage du pouvoir assez limitée encore, hein, les orientations, même si les syndicats, bien sûr, pèsent davantage qu'en France sur les orientations stratégiques, ils n'ont quand même pas la main, et il me semble qu'il y a quand même un grand absent de la codétermination, c'est la question écologique. On a pu voir dans le cas le plus exemplaire de la codétermination, qui est Volkswagen, ça n'a pas empêché les dérives qu'on connaît sur le trucage des tests pour les moteurs diesel. Mais la codétermination n'a pas du tout prémuni contre ce type de dérive. Donc c'est pour ça qu'on parle plutôt de socialisation, au sens où bien, il faut que les débats qui vont présider aux orientations stratégiques des grands groupes incluent des parties prenantes extérieures à l'entreprise, comme les associations environnementales, comme les collectivités territoriales directement impactées par les décisions de ces grands groupes. Estelle, je vous vois aller dans le sens et abonder au niveau de votre visage. Oui, parce que en fait, je pense que le groupe Alpha n'a pas été en reste pour pousser ses orientations, notamment sur la loi climat et résilience, qui a créé les conditions d'un sujet déterminant, une absence. Alors on parle d'environnement à peu près dans toutes les missions d'expertise pour pouvoir socialiser le sujet, mais en réalité sans jamais donner de temps au temps stratégique, c'est-à-dire du temps suffisant pour que l'ensemble des parties prenantes puissent y travailler et mettre ce sujet au cœur des débats. Je pense que là encore, c'est fort regrettable. Ça renvoie de la même façon sur la question du travail à ce qui s'est joué pendant la phase entre guillemets, des retraites. Je pense que la question autour du sens au travail et des temps stratégiques qui auraient pu être questionnés pour reposer la question du contenu du travail au-delà de sa durabilité pour pouvoir travailler plus longtemps, arrive bien trop tard, c'est-à-dire après des décisions, et du coup a été là encore un rendez-vous manqué au printemps. Et puis on voit là où on en est quelques mois plus tard. Enfin. Coralie Pérez, dans la dernière partie des recommandations des auteurs, qu'est-ce qui vous a le plus animé dans ce travail et comment vous étiez ensemble raccord sur cette partie où vous aviez des différends, on l'a évoqué tout à l'heure en coulisses. Racontez-nous, c'est intéressant de savoir comment deux auteurs à un moment ont pu échanger et parfois apporter de la contradiction à votre propre ouvrage. Alors tout d'abord, c'est important de dire qu'une bonne moitié de l'ouvrage est consacrée à dresser des pistes. Donc on n'en reste pas, je dirais, à un constat où on déplore la perte de sens. Donc voilà, on a cherché à donner quand même des notes positives, tout en étant très clair sur le fait qu'il n'y a pas de baguette magique, qu'il n'y a pas une solution, mais qu'il y a dans la société, dans les organisations, de manière émergente ou déjà présente, des pistes
pour redonner du sens au travail. Donc c'était vraiment ça l'idée, c'était de donner à voir une variété de possibilités. Alors il y a par exemple les entreprises libérées, alors dont Thomas est davantage connaisseur que moi, où on a cherché à dire qu'il y avait d'autres manières d'organiser le travail, que le management autoritaire, vertical, ça n'était pas une fatalité. Il y avait des expériences, avec leurs limites certes, mais qui montraient qu'il était possible d'organiser le travail autrement. Et puis évidemment, il y a on vient d'en parler, transformer la gouvernance, c'est sans doute plus ambitieux politiquement, peut-être plus utopique, mais il faut quand même donner à voir qu'il y a un chemin pavé de différentes étapes, peut-être modestes, pour parvenir à redonner du sens au travail. Pierre, vous avez été satisfait des recommandations? Vous auriez rajouté quelque chose? Non, globalement, oui, oui, forcément un petit angle critique quand on est dans le groupe Alpha. Je pense qu'il y a un angle mort dans votre analyse. Alors, c'est effleuré. On évoque les 35 heures comme une des plus récentes et plus grandes conquêtes sociales du mouvement syndical, d'ailleurs, et des citoyens. Moi, je suis assez d'accord là-dessus. C'est un mouvement dans l'humanité qui va dans le bon sens. Je pense qu'on a sous-estimé, y compris du côté des syndicats d'ailleurs, qu'on pratique au quotidien, les conséquences d'une mise en œuvre brutale et indifférenciée des 35 heures il y a quelques années. Quand il y a eu un coût à supporter aussi élevé pour les entreprises, elles se sont rattrapées de deux façons. Avec de la modération salariale à certains endroits, parfois très, très significative, et de façon plus sournoise et plus déstabilisante pour les salariés, avec une intensification du travail que j'oppose à la vraie productivité, moi, où on essaye de faire en moins de temps le même travail, mais avec les outils qui vont avec et le cadre de travail qui va avec. Et cette intensification, pour moi, elle se traduit quelques années plus tard, puisque c'était il y a près d'un quart de siècle, les 35 heures, elle se traduit par les petits dégâts qu'on a en matière de RPS, en matière de déstabilisation des conditions de travail, et c'est pas suffisamment traité. Alors, c'est un peu un sujet tabou, parce qu'on a peur en disant ça de remettre en cause les 35 heures, hein, loin de moi cette idée, mais les modalités de mise en œuvre des 35 heures sont aussi importantes que l'objectif lui-même, enfin de la réduction du travail, hein, on parle des 35 heures, et je trouve que cet angle mort, il devrait être traité. Alors ça peut faire l'objet d'un autre ouvrage, hein, puisque vous avez les moyens statistiques peut-être ou qualitatifs de le mesurer aujourd'hui, mais si on ne le fait pas, surtout avec l'effacement du CHSCT, je crois qu'on continuera à avoir des problèmes d'absentéisme, des problèmes de dégradation des conditions de travail, puis au final des problèmes de productivité. Parce que les problèmes de productivité qu'on a aujourd'hui, il y a peut-être la question de l'apprentissage qui peut les expliquer, mais il y a aussi cette intensification et ces conditions de travail beaucoup plus rudes qu'avant qui peuvent aussi expliquer qu'on a un recul manifeste depuis la pandémie, mais qui avait commencé à surgir un petit peu avant. Thomas Coutreau, une réaction sur la théorie de l'angle mort? Oui, alors c'est une question qu'on n'a pas effectivement traitée dans le bouquin, mais en fait la question qui vraiment m'interroge en ce moment, c'est le ralentissement des gains de productivité, voire même l'effondrement des gains de la productivité ces 3 dernières années. Au moment où on nous dit... Alors il y a à la fois une intensification du travail, il y a le déferlement d'innovation technologique dans les entreprises. Tout est en place pour qu'on ait une accélération des gains de productivité tout à fait significative. Or, au contraire, on a un ralentissement historique que les économistes peinent à expliquer. Donc, moi, je me demande de plus en plus si les coûts économiques de ce management par les chiffres, hein, c'est-à-dire on va maximiser les gains, les économies sur le travail direct des opérateurs, des gens qui sont à la base, mais en développant des systèmes de management et de contrôle finalement extrêmement coûteux. Et donc on va faire peut-être des gains de productivité physique, mais au niveau de l'efficacité économique, on va perdre tout ce qu'on gagne avec la technologie ou même l'intensification du travail. On va le perdre parce qu'on développe des systèmes de gestion et de contrôle extrêmement coûteux, inefficaces, bureaucratiques. Et du coup, si on veut se poser la question de l'efficacité économique du travail, je pense que c'est une véritable question. À mon avis, ça nécessiterait de remettre en question le modèle d'organisation aujourd'hui dominant, qui est un modèle profondément bureaucratique. Hein, c'est-à-dire la généralisation, l'empilement des process qui sont supposés garantir la régularité, la qualité,
la fiabilité des services et des produits, aboutit, à mon avis, à une perte d'efficacité considérable, y compris au plan strictement économique. Voilà. Donc, une réorganisation qui donnerait beaucoup plus de marge de manœuvre aux équipes, qui fixerait des objectifs, mais sans entrer dans le détail des procédures, sans imposer des systèmes de reporting, de contrôle permanent aussi coûteux qu'inefficaces, ce serait vraiment une piste intéressante à explorer. Alors, avec évidemment la grosse difficulté, à laquelle il n'y a pas de réponse pour l'instant, qui est que ça suppose un lâcher-prise de la part des directions. Ça suppose de se dire, bon, on va déléguer, on va faire confiance, on va fixer des objectifs, certes, mais laisser les équipes s'auto-organiser. Et ça, on voit bien que même dans les entreprises libérées, entre guillemets, c'est-à-dire les cas où vraiment des patrons sont allés au bout de cette idée, où ont expérimenté des organisations allant dans ce sens-là, ça, en général, ça a marché sur le plan de l'efficacité, sur le plan y compris de la motivation des salariés, mais on a souvent eu des retours en arrière de la part de directions un peu paniquées de voir la liberté que ça donnait aux salariés, quoi. Et donc, voilà, il y a un arbitrage entre l'efficacité et le contrôle qui aujourd'hui un peu où le contrôle est largement privilégié par rapport à l'efficacité. Et ça pose vraiment des questions de... Alors, on dit aspiration révolutionnaire, parce que ça pose des questions de pouvoir. Ça pose des questions de rééquilibrage des pouvoirs dans qui décide dans les entreprises, comment on travaille, pourquoi on travaille. Et vous faisiez référence à ce sujet d'ailleurs au livre, au travail d'Alain Supiot, qui a été l'auteur du 10e anniversaire du prix, à l'unanimité à cette époque-là, et nous l'avions su, et on était à ce moment-là sur la fin du Covid, c'était compliqué, je m'en souviens, et en tout cas, c'était la gouvernance par les nombres, donc on est bien dans cette trace d'Alain Supiot. Estelle, on va amorcer la conclusion tranquillement. J'ai toujours une phrase qui dit « donner du regret, c'est redonner du désir ». C'est bien parce que ça suscite encore de nombreuses questions. Moi, j'aurais passé 1 heure avec vous sans problème. Il y avait tellement de choses encore à aborder. Une recommandation particulière qui vous a marqué, ou en tout cas une amorce de conclusion, Estelle? Une amorce de conclusion. Bon, d'abord, la première conclusion, c'est que j'invite tout le monde à lire ce livre parce que, au fond, il ouvre des portes ouvertes sur la question de l'intégration de l'autonomie au travail comme enjeu qui doit être pensé au niveau du management, au niveau des organisations. C'est le rapport à la confiance, finalement, auprès des collaborateurs. C'est une vieille question qu'on a, nous, traitée dans le groupe Alpha depuis longtemps, mais on a un métier qui se prête à ça, être consultant. Et d'ailleurs, je pense que le groupe est né sur ce fondement principal qui est de laisser l'autonomie à chacun. Mais c'est aussi repenser les collectifs, les rendre plus créatifs, les rendre plus réflexifs. Et post-Covid, ce sujet est d'autant plus déterminant qu'il est urgent de traiter ça, surtout dans une société qui s'individualise terriblement, dans toutes ses formes, ses situations de travail, ses espaces de travail également dans les organisations. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de pistes dans ce livre et c'est la raison pour laquelle j'espère aussi que les politiques d'aujourd'hui ou de demain s'en inspireront. Cher Pierre, à force de participer à des débats tout le temps, de commenter des livres, de soutenir ce prix, il y a bien un jour, vous allez écrire un livre sur le monde du travail, Pierre. Ouais, c'est possible, quand vous aurez mes du temps. projets m'en laisseront le temps. Ouais. Non, mais moi j'incite à la lecture de ce livre, pour les consultants d'Alpha d'ailleurs, mais pour ceux qu'on sert tous les jours, notamment les élus, les représentants du personnel, parce que j'ai été un peu négatif sur les enjeux de RSE de raison d'être, mais c'est pour leur donner une meilleure dimension demain. Et avec cet ouvrage-là, on voit bien dans quelle direction il faut aller. Beaucoup plus d'autonomie pour les salariés, mais ça implique effectivement, comme le disait Thomas Coutreau, des changements dans la gouvernance des entreprises, avec les limites qui ont été évoquées. Ce n'est pas la panacée, le pouvoir reste encore aux actionnaires très, très fortement, mais le fait d'avoir des contre-pouvoirs au niveau des grandes décisions qui sont prises, pour moi c'est décisif aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, quand ces décisions sont prises et que les conséquences sont là, il est toujours un peu tard pour rectifier le tir. Donc sur la question du travail, il y a des enjeux de gouvernance, il y a des enjeux d'autonomie pour les salariés que le management doit accepter, mais derrière le management que les actionnaires doivent accepter. Et puis à partir de là, moi je crois au travail
c'est ma vieille formation de jeunesse, au travail qui émancipe. On évitera les problèmes, on évitera, en tout cas, on régularisera tous les enjeux de pénibilité, de souffrance qui existent encore dans bien des métiers et qui peuvent être accentués par une transition environnementale ou une irruption de l'intelligence artificielle non maîtrisée. On sait très bien qu'il faut protéger la planète, mais si on la protège à n'importe quel prix pour le travail et pour les travailleurs, je pense que les opinions se mobiliseront dans la rue comme elles l'ont fait avec les Gilets jaunes et parfois dans les urnes comme elles le font avec des populismes qui montent ici et là. Donc il faut traiter ces questions-là au cœur de l'entreprise et avec des syndicats et des directions qui sont prêtes à des compromis intelligents, équilibrés et qui vont dans le bon sens. Toujours du cœur à l'ouvrage, toujours du pain sur la planche, autant de métaphores pour illustrer notre passion du monde du travail. Coralie Pérez, Thomas Coutreau, vous, alors vos projets immédiats, est-ce que vous allez refaire un livre? Est-ce que vous avez pris goût à cette association? Vous ne nous avez pas tout raconté tout à l'heure. C'était compliqué, vous faisiez quoi? Des échanges de mails? Parce que ça a commencé pendant le Covid. Alors, on a commencé à travailler ensemble pendant le Covid pour l'exploitation d'une question qui est pourquoi mon travail, mon activité est essentielle. C'était une enquête trépide. Et enquête de la CGT, voilà, de l'UGICT. Sur Internet. Voilà, et donc on a commencé à échanger sur le sens du travail à cette occasion. Et alors nos projets, déjà on a beaucoup accompagné le livre, oui, donc ça c'est voilà. Et on a très envie finalement d'explorer ce que ça donne au niveau européen. Donc on a amorcé l'exploitation de l'enquête européenne sur les conditions de travail sur ce sujet. Parce que sur les formes de management, les formes d'organisation du travail, la France apparaît un petit peu singulière au regard notamment des pays nordiques où les formes d'organisation apprenante sont beaucoup plus diffusées. Et on aimerait justement tester si on trouve davantage de sens au travail dans le nord de l'Europe que chez nous. Dans d'autres pays, vous êtes d'accord avec cette idée, Thomas Coutreau? On va essayer de creuser ça avec les outils statistiques. Et puis on est aussi en train de bosser sur un projet pour l'IRES et la CGT. D'accord. Dans le cadre de l'IRES, donc la CGT nous a demandé de faire une recherche qu'on fait avec 6 collègues sociologues sur les pratiques d'enquête syndicale sur le travail. Puisque la CGT développe depuis plusieurs années l'idée qu'elle doit reconstruire sa démarche revendicative à partir des enjeux du travail réel. Et ça s'est traduit par un certain nombre d'expérimentations, de recherche-action avec des chercheurs, mais aussi d'expérimentations de fédérations, de syndicats qui ont modifié leur manière de travailler, leur priorité syndicale, en passant beaucoup plus de temps à faire des enquêtes auprès des salariés, à aller discuter vraiment sur le fond du travail des gens, du travail concret, et pour en retirer de la matière revendicative. Voilà, donc on fait un peu le tour des équipes syndicales qui ont mis en pratique ce type de méthodologie pour voir ce que ça donne et essayer de voir si ça peut éventuellement monter en généralité dans les pratiques syndicales. Je précise qu'avec l'UGICT, on les a aidés à mettre en place leur radar là, qui traite les questions environnementales dans les entreprises. Et que l'UGICT, puisque la secrétaire générale de l'UGICT est aujourd'hui secrétaire générale de la Confédération, a étendu l'expérience maintenant à toute la Confédération. Et ça permet d'approcher les questions du travail et les questions de l'environnement et le comportement de l'entreprise de façon assez originale et efficace. Et c'est un très bel outil. Que ce soit avec un radar, avec un baromètre, vous êtes toujours à la pointe, le groupe Alpha. Je ne vais pas cesser d'encenser votre travail. Et vraiment, merci de nous avoir reçus. Le Toit citoyen pour cette remise de prix. Merci aux auteurs de vous être déplacés. Merci. Vous allez repartir en effet avec votre trophée et le fameux tirage de Cédric Martini. Et puis Estelle, Pierre, à bientôt pour d'autres rencontres, pour Le cœur à l'ouvrage. Magnifique titre pour enrichir la lecture et le débat.